Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on est ici pour parler des secrets dans Kubernetes. Alors déjà, je vais commencer par plusieurs questions, puisque ce talk, à la base, je l'avais fait au KCD, au Kubernetes Community Days. Et aujourd'hui, je me demande combien de personnes ici, aujourd'hui, utilisent Kubernetes tous les jours. Ah, quand même. Ça va, il y a du monde. Donc, on va continuer. Alors, on va déjà commencer par jeter un œil de ce qui existe actuellement. Si on prend Kubernetes tel qu'il est, on l'installe, ou pas, ou on prend un cloud public, je ne juge pas. Et on l'installe, on a déjà des objets, des ressources qui existent. Pour partager, on va partir du principe que l'on a envie de partager un utilisateur et un mot de passe pour accéder à une base de données. Ça, c'est un cas d'usage qui est vraiment classique, que tout le monde utilise. Plus ou moins toutes les applications ont besoin d'un accès à une base de données. Aujourd'hui, on a plusieurs méthodes qui existent pour le faire. On va avoir... Ah, c'est vrai que j'ai oublié ça. Oups. Oui, on va parler un peu de chiffres avant de commencer. Ça, c'est le State of Kubernetes Security Report qui a été fait par Red Hat l'année dernière. Donc, celui de cette année n'est pas sorti, il me semble. Mais en gros, on y voit que 93% des entreprises qui ont été contactées pour ce report ont eu un incident de sécurité dans leur cluster Kubernetes qui a entraîné des pertes de revenus, des pertes de données utilisateurs. Donc, c'est critique et c'est critique pour l'entreprise. 55% avouent que ça ralentit leur déploiement de tous les jours, de se préoccuper de la sécurité à l'intérieur d'un système conteneurisé. Et 43% délèguent la sécurité à l'intérieur des conteneurs aux équipes DevOps et non aux DevSecOps ou à l'équipe sécurité, au RSSI, à l'équipe sécurité en fait, tout court. Et ça, on voit que c'est vraiment pas beaucoup. Il y a seulement 16% qui donnent la sécurité du conteneur aux équipes sécurité. Alors, les fondamentaux, déjà, on va commencer par la base. Ça, c'est les cases à cocher quand vous installez un cluster Kubernetes, du début, de zéro. Déjà, on va commencer par chiffrer etcd. Alors, qui sait ce que c'est que etcd? Ah, il y en a un peu moins. Hein. Il y a des gens qui utilisent Kube sans savoir ce que c'est que etcd. C'est ça. Et etcd, c'est une base clé-valeur, tout ce qu'il y a de plus simple, qui va stocker tous les états de votre cluster Kubernetes. C'est lui qui sait, actuellement, qu'est-ce qu'il y a sur le cluster. Il sait tout. Ah bah du coup, il faut le chiffrer, hein, parce que lui, il sait vraiment tout. On accède à etcd, on accède à tout. Ensuite, une politique de rotation des secrets. Alors ça, je sais que ça peut faire débat. Parce que le typique du « il faut changer vos mots de passe tous les mois » en entreprise, c'est chiant de ouf. Et souvent, ça sert à rien parce que les gens, ils vont faire quoi? Ils vont mettre un mot de passe, puis dans 3-6 mois, quand on va faire la rotation, ils vont mettre un autre, et puis ensuite, ils vont revenir au premier, et puis ils vont revenir au deuxième, et puis c'est tout, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est pas une vraie rotation de mot de passe. Pour les secrets, c'est important quand même parce qu'on parle d'applications qui vont accéder et souvent c'est pas des mots de passe genre Toto 92. C'est des mots de passe qui sont générés. S'il a été trouvé, déjà faut le trouver. Hein. Et puis surtout, il a été trouvé, il faut le modifier tout de suite. D'où la rotation du secret. C'est que si on ne sait pas qu'il a été trouvé, en tout cas, on rotationne quoi qu'il arrive. Ensuite, des audit logs, parce que souvent, on donne accès au cluster cube un peu à n'importe qui. Et on a besoin à n'importe qui ou à n'importe quoi, d'ailleurs. Parce que là, on parle surtout des audit logs applicatives. Parce que les applications, elles peuvent accéder à des endpoints qui ne sont pas censés accéder. Ça arrive souvent. Sur des clusters qui ne sont pas sécurisés avec un airbag au carré. J'ai même déjà vu des clusters sans airbag du tout. Une application qui tourne dans son coin dans un pod que personne ne voit, elle peut très bien aller taper sur l'endpoint de configuration du cluster cube. Rien n'en empêche.
Et ensuite, on a l'encryption at rest, donc l'encryption au repos, je crois, on dit en français. En fait, c'est simple. Kubernetes, ça reste une API. Il faut juste au moins mettre du TLS sur les appels à l'API. Ça, c'est quelque chose, quand on le dit, on a dit, bah oui, c'est évident et tout ça. Ben oui, mais beaucoup ne le font pas. Sur de l'installation en cloud privé ou en cloud hybride, on voit beaucoup de machines qui ne sont pas chiffrées, où on dit, bah c'est bon, ma machine, c'est sur un cloud privé, c'est sur ma machine à moi, j'ai pas besoin de mettre Kubernetes en TLS. Bah si, en fait, si, il faut. Alors, on en vient de ce que je disais, les ressources existantes, les variables d'environnement. Alors, premier point, on peut tout simplement mettre ça tel quel dans le déploiement, dans le pod, en disant j'ai ma valeur, j'ai mon nom de valeur. Ça, clairement, la variable d'environnement, c'est un truc assez classique, c'est valable pour tous les ordinateurs du monde, je pense. Ouais, mais c'est pas sécurisé. Désolé. Ensuite, on a le config map. Alors, c'est une manière différente. Et le config map, en soi, il peut s'apparenter totalement aux variables d'environnement, parce que pour accrocher, entre guillemets, un config map à un pod, on a deux solutions. Soit on l'utilise en tant que distributeur des variables d'environnement. En gros, le pod va utiliser le config map pour installer ses variables d'environnement dessus. Ou alors, on peut aussi l'installer en tant que fichier plat sur le disque du conteneur. Et en gros, c'est juste dans var secret, je crois, qu'il se trouve. Et le fichier, ça va être un basique fichier texte, enfin, pas .txt, parce que dans Linux, il n'y a pas de point, forcément. Mais c'est un fichier plat, en clair. Toujours. Ah, ça. Et ensuite, on a son petit jumeau diabolique, qui est le secret. Mais lui, c'est comme le config map. En gros, on va beaucoup dire ça, mais c'est pas totalement vrai. C'est du base64, donc c'est les valeurs qui sont chiffrées dedans, enfin, qui sont encryptées, codées, voilà, merci, je trouve plus mes mots, encodées en base 64. Mais par contre, il y a un truc qu'on ne précise pas souvent quand on en parle, c'est que le secret, certes, c'est un config map encodé en base 64, mais c'est surtout un config map qui a des droits airbag particuliers. Il n'est pas considéré comme un config map aujourd'hui. Il a, par exemple, un accès très restreint. On ne peut pas lire un secret d'un autre namespace. Un secret ne peut pas se trouver dans un autre namespace par rapport au pod qui va le chercher. Ça ne marchera pas. Même avec un service config adéquat ou pas, ça ne marchera pas. C'est pas fait pour, de toute façon. Et surtout, il y a vraiment un comportement totalement différent avec l'accrochage du pod à la ressource du secret. Aujourd'hui, c'est la manière la plus sécurisée de donner un mot de passe et un utilisateur à votre pod. Si on prend juste ce qui existe actuellement dans l'API. Alors par contre, il y a quelque chose à noter, c'est que le secret, une fois qu'il est injecté dans le pod, que ce soit en variable d'environnement ou en fichier plat, il sera en clair. Il sera décodé. Alors, on refait un point rapide sur ce qu'on vient de voir. On a dit les variables d'environnement, c'est très accessible. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait du PHP dans leur vie. Un PHP info, si tu ne mets pas de rules sur ton Apache ou autre, PHP info, il est sur Internet. Hein. Et dans ton PHP info, il y a tout. Absolument tout, y compris les mots de passe de la base de données. Donc, c'est pas ouf, mais ça reste quand même une manière assez sûre de passer en variable d'environnement et la plus basique, les données comme ça dans un pod. De toute façon, aujourd'hui, on n'aura pas d'autre méthode. Config map, le config map, il est accessible via d'autres pods, tout simplement. Le config map, peu importe où il se trouve, on peut l'appeler de partout. Cross-nœud, cross-namespace, tout et n'importe quoi, si on ne configure pas airbag pour qu'il ne le fasse pas, encore une fois. Et ensuite, on a vu les secrets. Du base64, on rappelle que c'est de l'encodage et pas du chiffrement. Même si ça reste quand même utile, il me semble, chiffré au niveau de l'API quand même, au niveau des appels. Mais il faudrait qu'il y ait un conteneur in the middle, entre guillemets, pour choper l'appel API
Le décoder, le déchiffrer, c'est un peu touchy. En vrai, le secret, c'est la méthode la plus simple actuellement. Et ensuite, on a des fuites de données, évidemment, dans les logs. Le debug, ça c'est une bonne pratique applicative tout court. C'est même pas propre à Kubernetes. Il faut faire gaffe à ce qu'on met dans les logs. Il faut faire gaffe à ce qu'on met dans le debug, dans les traces. Beaucoup trop de fois, on trouve les mots de passe dedans. Vraiment. Le println mot de passe, je l'ai vu. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin et on va voir ce qu'on peut ajouter à notre cluster pour que ce soit un peu plus pimpé, qu'il y a un peu plus de sécurité et que ce soit un peu moins basique. Déjà, on va faire un point de qu'est-ce que c'est qu'un secret manager. Qui utilise un secret manager? Et je ne parle pas de NordPass ou OnePassword, je parle d'un secret manager. Vault est le plus connu, effectivement. Vault est la solution la plus utilisée aujourd'hui, mais pas totalement, puisqu'en fait, en secret manager, on va aussi avoir tout ce qui va être secret manager des cloud providers publics. Secret manager, Key Vault, je crois, pour Azure, et puis celui de Google aussi. Donc, voilà, ça c'est ce qui est beaucoup utilisé, mais on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui la solution la plus utilisée c'est Vault. J'en connais pas d'autres. Je suis preneuse d'autres noms de secret managers qui ne font pas partie d'un cloud, parce que oui, les clouds le font beaucoup. L'avantage c'est que du coup tous les secrets sont centralisés à un endroit et un seul. Et du coup on peut aussi gérer les accès à cette base clé-valeur. Donc, par exemple, comme Vault, c'est des bases clé-valeur. C'est simple, tu as un nom de variable, sa valeur. Et aussi, c'est cross-cluster. Parce que, par exemple, si vous avez une staging, une production, une pré-prod, autre, les secret managers, vous pouvez en avoir qu'un pour les trois. Ce que je ne conseille pas. Mais c'est possible. Comment on utilise? Alors moi j'ai pris le cas de Vault, parce que vous n'utilisez pas forcément du cloud public tout simplement. Vault, on peut l'utiliser via la CLI, qui marche très bien, sauf que je ne vais pas vous mentir, la CLI de Vault, c'est juste un wrapper d'appel API. C'est juste une version plus simple de faire des appels à l'API. Personnellement, je l'ai toujours utilisé qu'avec curl, parce que c'est comme ça qu'il est utilisé en général. Et puis la CLI a fait ça. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment basique. Et dans Kubernetes, ensuite, comment on dit à Kube d'aller récupérer tout ça? Parce que Kube, on ne va pas juste lui dire, tiens, c'est là, va chercher. Non, Kube, il ne va pas le faire. Non, il ne va pas aller le chercher. Il est un peu bête et con des fois. On va utiliser... Alors, il y a plusieurs solutions. Déjà, dans un premier temps, on va parler de Secret Store CSI Driver. Alors, c'est un nom super pompeux pour parler d'en fait un driver qu'on va ajouter à notre cluster cube, qui est un Container Storage Interface. En gros, c'est une interface qui va se coller sur les volumes de votre cluster et qui va y injecter des trucs, tout simplement. C'est une interface entre une API externe et votre cube. Ici, Secret Manager, on va dire que c'est Vault. Vault, il expose son API. Et ensuite, on va avoir un petit daemon set. Alors, le daemon set, pour rappel, c'est un pod qui va s'exécuter sur tous les nœuds, parallèlement. Enfin, s'il y a 5 nœuds, il y aura 5 pods. Et du coup, il va s'exécuter en background. Il a une petite tâche. Et il va scruter ce qu'il y a dans le Secret Manager, qui va être écrit dans un volume. Et ensuite, si jamais une application se déploie et qu'il y a un secret qui est créé, un objet secret qui est créé et qui fait appel à un secret manager via des annotations, le daemon set, il va se réveiller, il va dire ça c'est pour moi, et du coup il va lui injecter la valeur qui se présente dans le secret manager dans le secret. Bon, après, on retrouve notre souci du fait que l'objet secret, après, il est écrit en clair dans le conteneur, mais ça, clairement, c'est un autre problème pour une autre journée. Ensuite, du coup, on voit
concrètement ce que ça donne, donc toujours avec Vault. Du coup, on va créer un objet qui sera un CRD, donc une Custom Resource Definition de l'opérateur, entre guillemets, CSI Secret Store. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'on va lui donner du coup les informations, on va lui dire que l'autre provider, c'est Vault. On va lui dire que le rôle qu'il va utiliser pour aller chercher tout ça, c'est Kubernetes. La bonne pratique, ça serait de créer plusieurs rôles adaptés aux différentes applications. Par exemple, on a un site web qui doit faire des appels à un MySQL. On lui crée un rôle appliqué web to MySQL. Et il aura les droits de récupérer que ces variables à lui. Ensuite, on lui donne l'adresse du Vault, hein, évidemment, il ne la connaît pas par cœur. Et ensuite, on lui donne les objets à chercher. Donc, on lui donne le nom et le path. Du coup, dans Vault, si vous avez déjà utilisé Vault, c'est des chemins d'accès, puisque c'est sur l'API. Et du coup, il y a différents back-ends possibles sur Vault. On a le classique clé-valeur, et après, vous avez des choses un peu plus évoluées, comme des PKI, des certificats, du RSA même. Plein de trucs. Franchement, Vault, c'est un bon produit. Ensuite, on a External Secret. Alors, c'est un petit peu comme CSI Store Driver, en un peu plus compliqué peut-être, et surtout, c'est pas officiel, c'est pas un CSI officiel qui est un driver officiel accroché à Kubernetes. C'est autre chose, c'est un autre petit daemon set qui va tourner dans le cluster et qui va faire exactement la même chose. C'est un petit pod qui va juste tourner, surveiller, et ensuite, dès qu'on va créer une ressource external secret, pour le coup, il va dire, ah bah celle-ci, c'est à moi, je vais écrire dans le pod les données qu'il me demande. En complément, alors, ensuite, en complément de ces choses-là, on va avoir d'autres bonnes pratiques accouplées à ça. Parce que, tout simplement, c'est bien, mais c'est pas forcément suffisant. On va déjà avoir configurer les polices d'accès au secret. Alors, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais configurer RBAC comme il faut au carré, c'est vraiment la première bonne pratique à avoir dans son cluster cube. Il ne faut pas que les pods puissent aller contacter tout le monde et n'importe quoi sur le cluster. Ici, on veut que l'opérateur external secret, il ait accès qu'aux external secrets. Parce que s'il a accès au pod directement, il peut aller injecter quoi que ce soit. Bon, si external secret commence à devenir méchant, entre guillemets, on est mal barré. Mais il faut prévoir. Et ensuite, on a la génération dynamique des secrets. Donc, on a Vault, on a Terraform qui le fait. Non, Vault, il ne le fait pas d'ailleurs. Je voulais dire Helm, désolé. Tout simplement, c'est quand on va déployer notre Vault, qu'il soit en ligne ou pas, on peut utiliser une solution qui va injecter dynamiquement les secrets dedans sans que l'être humain dise bah, « mon secret, c'est Toto92 ». En fait, il va juste générer aléatoirement d'une certaine longueur avec des overrides spéciaux pour éviter les caractères spéciaux parce que, comment dire, que c'est assez chiant d'avoir un mot de passe avec des caractères spéciaux et que ça fait tout casser et que tu sais pas pourquoi. Donc ça, c'est assez important. Et du coup, ensuite, il va aller directement injecter dans Vault, va dire bah, le mot de passe de ma base de données, c'est ça. Si on prend un cas concret sur un cloud provider public, qui est mon cas et que j'utilise tout simplement, quand on va dire à Terraform de créer la base RDS sur Amazon, il va créer dans son coin le mot de passe et l'utilisateur. Ça sera toujours présent dans le TF state, pour ceux qui connaissent Terraform, mais ça reste quand même une bonne pratique. Et ensuite, il va aller créer en parallèle dans le Secret Manager ce mot de passe et cet utilisateur qui pourront être ensuite récupérés par l'external secret sur le cluster cube. Donc, à aucun moment, en fait, il y a une interruption humaine entre le Terraform Apply et l'application qui est déployée. Puisque tout ça, ça fait un petit chemin, ça se balade. Évidemment, il faut sécuriser les flux autour.
Mais le secret ne passe jamais entre des mains humaines et ne passe jamais dans le cerveau d'un être humain. Parce que bon, il faut avouer que le souci principal dans toute cette histoire, ça reste l'être humain. Ensuite, on a des solutions qui sont encore plus ultimes, encore mieux. C'est de chiffrer directement la valeur dans le fichier plat. Puisque oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais il y a des gens encore qui créent des secrets sur le cluster Kubernetes avec un fichier secret plat, dans un Git, non chiffré, public. Ah, on fait tous des erreurs. Et bien du coup, pour ça, on va avoir KSOPS, Seal Secret et SOPS, qui vont, grosso modo, on va push le secret, on va l'écrire sur notre machine, le chiffrer avec je crois une CLI tout simplement. Ensuite, on va mettre le secret sur Kubernetes, on va l'apply. Et à l'intérieur du cluster, on va avoir un petit pod, encore une fois, qui va faire cette embouille, qui va lire tout ce qui passe au point de vue API sur son API spécifique de sa CRD spécifique. Et il va récupérer le secret, il va le déchiffrer et l'injecter dans le pod. Donc ça, c'est vraiment la solution personnellement que je préfère sur le déploiement. Mais on va voir après que ce n'est pas forcément la meilleure. Alors voilà, donc on y est, la conclusion. Il faut savoir faire des choix adaptés. En fait, le principal souci qu'on a en sécurité aujourd'hui, c'est que des fois, on est trop sécuritaire. Il y a trop de sécurité et ça bloque tout, ça casse le cycle de déploiement d'une application classique. Voilà, trop de sécurité entraîne son lot de problèmes. Aujourd'hui, on va avoir des applications qui se déploient via GitLab, GitHub, peu importe. Et si jamais on a besoin d'injecter des secrets dans ces applications, et ben du coup, ça veut dire beaucoup de dépendance. Ça veut dire, si le Vault il n'est pas up, si jamais Amazon brûle et qu'on n'a plus rien, et ben comment qu'on fait pour déployer notre appli? On n'a plus nos secrets. Ça, c'est l'un des plus gros problèmes aujourd'hui. C'est l'interdépendance des différents services. C'est problématique. C'est pour ça que chez Formance, la solution qu'on a trouvée, entre guillemets, c'est que tout dépend d'Amazon. Donc si Amazon crame, on n'a plus rien. Grosso modo. Mais pour le coup, ça reste quand même quelque chose à prendre en compte. C'est pour ça que des solutions comme GitLab, qui proposent une suite de plein de solutions, peut être adaptée dans le sens où, au moins, si le GitLab y tombe, au moins on ne peut rien faire et on sait pourquoi. Alors que si on a un GitLab dans un coin, un Vault dans un autre, une CI qui est faite par un autre truc, genre Circle CI et un Argo CD pour l'infra et tout, et déjà, il faut maintenir tout ça, ça coûte cher en DevOps. Donc l'idée, c'est vraiment de centraliser. Je sais que c'est pas très populaire, mais il faut centraliser un maximum d'outils pour avoir un minimum de points qui peuvent casser. Et du coup, oui, il faut une complexité raisonnable. Dans des grosses boîtes, on va avoir beaucoup de parties de sécurité. On a tous, pour tous ceux qui ont bossé dans des grosses boîtes, connu le service de sécurité qui vous dit faut changer les mots de passe tous les mois, il ne faut pas se connecter sans le VPN, il ne faut pas que ce soit si. Si vous voulez ouvrir un port, même le port 80 ou 443, il faut demander à la sécurité via un Excel écrit dans une petite case et tout ça, tout ça. C'est long, c'est chiant, c'est pas du tout adapté au cycle de déploiement qu'on utilise aujourd'hui. Il faut que ce soit facile et rapide tout en étant sécurisé. Du coup, il faut éviter d'ajouter plein de solutions, plein de briques, parce que c'est pas une vraie solution. C'est une non-solution, je dirais. Voilà, et ça c'est moi. Donc je suis ingénieur DevOps chez Formance, et puis on me connaît sous le nom de Loudtech sur Twitter ou autre. Et ça c'est mon chat. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? J'arrive avec le micro. J'ai besoin du micro, désolée.
concernant en fait la rotation des secrets, pour les générer dynamiquement, ou même quand l'humain le change par exemple dans le secret manager dans Vault. Mhm. Comment est-ce que l'information remonte jusqu'au pod Kubernetes pour qu'il redémarre pour prendre en compte la nouvelle valeur? C'est l'avantage qu'a le CSI Secret Store ou l'external secret, c'est que justement, il va écouter en permanence. S'il détecte un changement, par exemple dans Vault, on a un système de version. Il y a un versionning des secrets. Donc si on change un mot de passe, on va passer sur une version 2, donc sur un autre secret, et du coup, le daemon set va le détecter et tout simplement mettre à jour dans le pod, redémarrer le pod si nécessaire. Parfait, merci. Bonjour, merci pour la présentation. Tu nous as parlé du CSI Driver pour Vault, mais Vault sur son site aussi préconise deux autres méthodes qui sont le Vault Injector, que j'utilise personnellement en mission, qui est sympa aussi, qui permet, comme tu demandais, si jamais il y a une mise à jour qui est faite sur le secret, ça permet de réinjecter automatiquement le secret dans le pod si on est capable de faire du hot reload. Je voulais juste te demander si tu avais déjà testé le Vault Operator, que je n'ai pas encore testé aujourd'hui. Pas encore. Mais oui, en fait, on n'utilise pas Vault chez Formance. Donc, tout simplement, j'ai pas touché à Vault depuis longtemps. Notamment, Vault est très chiant à opérer. Et effectivement, le Vault Injector, j'en ai pas parlé, mais c'est une solution qui est plutôt pas mal aussi, mais qui revient aussi à me faire en sorte de faire un init conteneur avec un appel API. C'est une très bonne solution. Et effectivement, j'en ai pas parlé, mais le Vault Injector et le Vault Operator, je ne sais pas ce qu'il vaut. Si quelqu'un a un retour, on est preneur apparemment. Mais oui, ça reste aussi des solutions. Et également, juste un tout petit truc, tu mettais les commandes pour permettre de rajouter des valeurs dans Vault. C'est aussi important de préciser que Vault, il a un provider Terraform qui nous permet de, comme tu présentais, de faire des générations de clés à la volée et aussi de pouvoir les enregistrer directement dans Vault. Ouais, il a un super. C'est d'ailleurs une bonne pratique de passer via Terraform ou Ansible ou tout simplement n'importe quelle infra as code pour générer tout ça. Et puis tout simplement pour avoir un petit backup et pour faire de la régénération automatique de cluster si jamais ça crache. Parce que bon, le désastre est vite arrivé. Merci. Bonjour. Vous avez parlé de config map et l'avantage d'utiliser un secret manager comme Vault par exemple, que j'utilise dans mes projets. Est-ce qu'on n'a pas le même problème, sachant qu'on doit enregistrer Vault mot de passe et Vault login dans un fichier aussi comme config map? Est-ce que si on a l'accès à Vault, on a tout? En fait, en fait, cette conf est un peu frustrante dans le sens où la solution, c'est que ça n'existe pas. On ne peut pas faire du parfait. Le souci, c'est qu'à un moment donné, on aura toujours à un moment un fichier quelque part. Et dans le pod, notamment dans le conteneur, ça sera toujours en clair, à moins de passer par du chiffrement en clé, et du coup que ce soit l'applicatif lui-même qui déchiffre la valeur qu'il reçoit, ça devient complexe, très complexe, trop complexe. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Eh ben, merci à tous.